Bon, il était très bien ce film. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du fameux film qui fait tant jaser sur internet, notamment les fans. Je parle bien évidemment des Chevaliers du Zodiaque, le film, ou dans son nom original Knights of the Zodiac Senseiya The Beginning, qui est donc sorti chez nous le 24 mai 2023. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Alors, pour faire un avis très rapide, très succinct, sans spoil, le film est très bien. Voilà, j'ai apprécié le film. Ce n'est pas le meilleur film du monde, mais il est très loin d'être une bouse. Il est à 1 milliard de kilomètres de Dragon Ball Evolution, ça n'a absolument rien à voir. Ceux qui comparent les deux, ou qui disent que ce film est pire que Dragon Ball Evolution, je pense qu'il faut que vous vous rachetiez des yeux et un cerveau pour comprendre ce que vous voyez, parce que franchement, les deux n'ont absolument rien à voir. Je vais donner une petite note tout de suite d'entrée de jeu, comme ça les personnes qui ne veulent pas être spoilées du film auront la note que je lui donne et pourront revenir plus tard une fois que vous aurez vu le film si vous le souhaitez. Donc si je devais noter le film, je lui mettrais un 14 sur 20. Voilà, comme ça la note est dite, 14 sur 20 c'est la note que je donne au film. Maintenant je vais expliquer un petit peu plus pourquoi je lui mets cette note, pourquoi je trouve bien, les éléments que j'aime bien, les éléments que j'aime pas, etc. Et je vais donc spoiler un max. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à la quitter maintenant, et à revenir donc quand vous aurez vu le film. Si vous n'avez pas peur d'être spoilé ou que vous avez vu le film, eh bien vous pouvez continuer. Donc, d'entrée de jeu, pour poser un petit peu les bases, on va rappeler ce qu'est ce film, notamment sur sa production. Donc, ce film est une production japonaise. C'est un film qui est produit par la Toei Animation, une société japonaise. Je vais bien insister là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites sur le film et sur sa production, et ce serait bien qu'on soit cohérent et que tout le monde parle de la même chose. Donc ce film est une idée de la Toei qui date de 2015. À la base, ce film devait être produit moitié par Toei, moitié ou plus ou moins à peu près, par une société chinoise qui s'appelle Really Good Film. En 2020, on a eu un petit truc pas très connu qui est arrivé, qui s'appelle le Covid. Là, les Chinois, ils se sont dit, ok, le Covid c'est bien, mais c'est chiant. Donc personne va aller au cinéma, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans un film qui sortira jamais. Donc les Chinois se sont dit, le Covid c'est chiant, hop, on se casse, on ne produit plus le film. La Toei, eux, ils en ont rien à foutre du Covid, ils ont dit, c'est pas grave, nous, on va faire notre film tout seul de notre côté. La production est donc 100%. Alors 100%, non, on va revenir tout de suite, mais la production est une production japonaise. Pourquoi ? Parce que les producteurs majoritaires et les producteurs exécutifs sont japonais ou, et attention ça c'est important, ou sont des décisionnaires ou des membres de Toei Animation. Il y a évidemment d'autres producteurs, notamment des coproducteurs, ou des producteurs moins impliqués, on va dire, donc qui ne sont pas exécutifs, donc qui n'ont pas de droit de décision sur le film, sont des producteurs internationaux, on va dire, donc il y a un espagnol, il y a un polonais, il y a des américains, il y a peut-être un français, j'en sais rien, enfin bref. Mais la production d'un film, en tout cas sa nationalité, se définit sur la production majoritaire, et notamment sur ses producteurs exécutifs. Ici, les producteurs exécutifs et majoritaires sont japonais ou de la Toei Animation, c'est donc un film japonais. Voilà, c'est dit. Sony Pictures Entertainment, sur lequel on voit notamment son nom sur la bande-annonce, et dans le film, est une société de distribution qui distribue, comme son nom l'indique, le film, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de droit de modification sur le film, ou de droit sur comment est fait le film, ce qu'il doit raconter, ce qui est dit, etc. Elle ne fait que diffuser le film au cinéma, c'est-à-dire qu'elle contacte les cinémas pour vendre son film, elle fait la publicité, les affiches, les bandes-annonces, les trucs comme ça, etc., etc., mais elle n'est pas impliquée dans la production. Donc Sony ne participe pas au budget du film, ils ont mis 0 € dedans, ou 0 $. Alors je vais revenir aussi là-dessus un petit peu après, parce qu'on peut nuancer. Mais Sony n'a pas participé à la production. Ensuite, ce n'est pas Sony lui-même qui distribue le film, mais c'est sa filiale Stage 6, qui est une petite filiale de distribution et qui distribue normalement les films en direct to DVD. Ce qui peut un petit peu aiguiller sur la cible véritable du film, qui serait plutôt sur la VOD et la SVOD en ligne, mais qui parfois distribue également des films au cinéma à petite échelle, exactement comme ce qui est en train de se passer avec notre film Senseiya. Donc voilà pour la production, c'est bien un film japonais, fait par des japonais,
avec un réalisateur évidemment polonais et un staff, on va dire, international, mais c'est bien une production japonaise dans le sens où les producteurs décisionnaires sont japonais, et notamment sont la Toei, donc qui détiennent les droits notamment animés de Senseiya. Autre information, Kurumada est crédité en tant que... Enfin, Kurumada Production est crédité en tant que producteur, il a donc mis un petit peu d'argent dedans, et il faut savoir que il y a quelques années, Kurumada a racheté les droits de Senseiya, donc toute œuvre estampillée Senseiya officielle, ou les Chevaliers de Zodiac, ou Caballeros of Zodiaco, ou tout ce que vous voulez en référence avec Senseiya, est forcément validé par Kurumada Prod, et donc par Kurumada, et plus tard, s'il décède, on ne l'espère pas, sera validé donc par sa société, notamment par sa fille. Donc tout ce qui sort, estampillé Senseiya, a été validé par Kurumada. Et pour ceux qui nous disent « Oui, mais de toute façon, il ne sort que des trucs pour la thune, nanani nanana », n'oubliez pas qu'il y a à peu près 15 ans de ça, il y a un petit film pareil qui est sorti, qui s'appelait Senseiya Tenkei-en Overture. Ça n'a pas plu, en tout cas, la vision qu'avait le réalisateur sur ce film n'était pas la même que celle de Kurumada. Donc Kurumada a dit « C'est stop, pas de suite, c'est pas ce que je veux, moi je vais faire ma propre suite en manga », et il a fait Next Dimension. Donc si quelque chose ne plaît pas, il peut le faire. Pareil, c'était quoi le nom de l'espèce de pilote américain, la Storm quelque chose, Starstorm. Pareil, Kurumada il a dit stop. Donc il peut totalement annuler un projet à tout moment. Donc si le film sort, c'est parce que déjà, la Toei veut le faire et est contente de ce film, et 2, Kurumada a dit oui. Il pouvait dire non, et il a dit oui. Et même plus que ça, il est producteur, donc il a mis de l'argent dedans, et il a même participé au film, puisque comme le révèle l'interview du réalisateur, c'est Kurumada qui a décidé, alors non pas du design des armures, mais qui a validé le design actuel. Le design initial des armures de ce film était beaucoup plus futuriste, on va dire, et ressemblait un petit peu à ce qu'il y avait dans le film de 2015 en 3D, Legend of Sanctuary. Kurumada a dit non, c'est pas ça que je veux, moi mes armures, ce sont des armures type antique, puisque c'est des armures grecques antiques, il faut que ce soit inspiré des armures antiques, il faut qu'elles fassent vieilles, il faut qu'elles fassent mythiques, il faut pas que ce soit des trucs modernes. Et donc le réalisateur, on va dire, c'est pas inspiré, mais a utilisé des forgerons spécialistes, entre guillemets, je dis spécialistes, c'est ce qu'il dit lui, moi je ne sais pas, je suis pas j'ai pas participé au film, mais en tout cas spécialiste dans la création d'armures de type antique médiéval. C'est pour ça que ces armures existent dans cette forme-là. Ce sont des armures qui, théoriquement, si on était retourné il y a 2000 ans, auraient potentiellement pu être portées par des guerriers grecs, évidemment pimpés à la sauce Senseiya avec des éléments un peu fantastiques, un Pégase, des ailes, une espèce de visière qui se rabat, etc., etc. Cela pour dire que Kurumada n'a pas juste signé en disant « Oui, c'est bon, vous pouvez faire le film, donnez-moi mon chèque », non, bien évidemment il va toucher des revenus sur ça, mais il a aussi mis de l'argent dedans, et il a validé certains éléments du film, il a participé à sa production, donc ce n'est pas un film qui sort de nulle part et qui n'a rien à voir avec Senseiya. Kurumada a quand même validé le truc. Et troisième élément, et après je vous promets on parle du film, réellement, beaucoup pensent déjà que le film c'est une merde parce qu'il floppe, ce qui ne veut absolument rien dire, de très bons films ont floppé. Je pense là tout de suite à Fight Club qui n'a pas du tout marché au cinéma, et maintenant il est culte et considéré comme un des meilleurs films du monde, enfin bref, peu importe, ce film ne sera pas le meilleur film du monde, mais c'est pour que vous compreniez bien. Il a été donc expliqué, déjà que il n'a pas tant floppé que ça, parce que les 60 millions de budget qu'on entend partout, ce n'est pas un vrai chiffre, le film n'a pas coûté 60 millions, c'est confirmé avant la sortie du film par le réalisateur, qui a expliqué que son film avait coûté beaucoup moins que ça, et que la personne qui avait dit 60 millions, il devait parler de plusieurs films, parce que sinon il voyait pas comment le chiffre de 60 millions pouvait être évoqué, et ça a été aussi confirmé par un des coproducteurs du film, un coproducteur espagnol, qui a confirmé que le film coûtait bien moins que 60 millions, alors bien moins, on sait pas ce que ça veut dire, et que, alors, de ce qu'on comprend dans l'interview, donc c'est toujours soumis à interprétation, il y avait bien 60 millions qui avaient été mis en jeu par la Toei, mais qui n'avaient pas le droit de dire comment avait été utilisé le reste de cet argent, si c'était pour des suites, pour la promotion, etc., etc. Mais par contre, il a rajouté par la suite que il y avait de très fortes chances qu'il y ait une suite à ce film, tout simplement parce que lui, les producteurs et la Toei n'attendent pas des bénéfices et un succès commercial
sur ce film, mais plutôt un succès, on va dire, d'estime, on va dire, pour valider une suite. Ça veut donc dire que c'est pas l'argent qu'ils attendent sur ce film. Donc les 5 millions, ça leur pose les 5 millions de revenus pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, et pas forcément un frein. Ça peut vouloir dire deux choses. Déjà que le film, effectivement, il a coûté beaucoup moins que 60 millions, et deuxièmement, et c'est sûrement la chose la plus probable, c'est que le film a déjà été rentabilisé. La Toei a sorti il y a quelques semaines un graphique montrant ses revenus, enfin ses chiffres d'affaires pour 2022. Senseiya est extrêmement bien placé en termes de licences qui rapportent de l'argent à la Toei, notamment pour sa vente des droits de diffusion, qui ont rapporté énormément, et qui ont apporté plus que les 60 millions de dollars du budget du film annoncé. Il est donc très probable que le fait que Sony distribue le film, c'est tout simplement que Toei a vendu les droits de diffusion à Sony, pour qu'ils aient le droit de diffuser le film, logique, et que cette vente de droits de diffusion à Sony, mais également à d'autres, notamment Prime Video ou encore YouTube, qui vont proposer pour les États-Unis en juin le film en SVOD, cette vente de droits de diffusion est déjà remboursée le film. Donc en fait là, tous les bénéfices qui se passent au box-office mondial ou au cinéma sont, dans le meilleur des cas, un revenu supplémentaire pour Toei, qui a déjà remboursé son film, et dans le pire des cas, juste l'argent qui va rembourser les frais d'acquisition pour Sony. Donc ça devrait bien se passer, on va dire, puisqu'il est évident que les frais d'acquisition pour le film ne coûtaient pas non plus 60 millions, ça va coûter peut-être 20 millions, donc même si Sony ne récupère que 10 millions sur la vente, il y a fort à parier que, étant donné que Crunchyroll appartient aussi à Sony, ils aient récupéré les droits de diffusion de la série Netflix, voilà, je commence à parler comme ceux qui n'y connaissent rien, donc de la série 3D, qui était avant diffusée sur Netflix, et ils ont également récupéré les droits de diffusion de la série originale. Donc il y a de fortes chances que, en fait, en vendant le film, Toei a donné aussi un package à Sony, et donc il y a de fortes chances qu'en fait, la série originale, la série 3D, plus les revenus du film en DVD et au cinéma, rembourseront assez facilement, peut-être pas facilement, mais rembourseront les frais engendrés par Sony pour la diffusion de ce film. Voilà, maintenant que ça c'est clair, tout le monde part sur les mêmes bases, on va pouvoir parler du film en lui-même. Alors, pour commencer, déjà, je vais parler un petit peu moins vite, et on va résumer l'histoire du film. Donc, je vais spoiler, donc comme tout à l'heure, ceux qui ont peur d'être spoilés, je vous invite à quitter la vidéo et à revenir une fois que vous aurez vu le film. Donc le film commence sur un Seiya jeune adulte d'une vingtaine d'années qui se bat dans des arènes souterraines pour essayer de retrouver sa sœur disparue il y a quelques années. Il va alors affronter un personnage qui s'appelle Cassius, et donc il fait évidemment référence au Cassius du manga, et durant ce combat, Cassius va péter la gueule de Seiya, qui va du coup, sous choc entre guillemets, utiliser sans le faire exprès une énergie qu'il a au fond de lui, du cosmos. Ça va attirer l'attention d'un certain Alman Kido, et d'une certaine Vander Gurad, qui est donc la femme d'Alman Kido, l'ex-femme pardon, et qui elle recherche des personnes avec du cosmos pour exploiter leur cosmos. Alman Kido va donc parler à Seiya, lui expliquer que il sait qu'il recherche sa sœur, et qu'il est là en fait pour lui dire qu'il est le chevalier de Pégase qui doit protéger Athéna, et que Vander Gurad va venir pour le chercher et le tuer, et donc il faut qu'il suive Alman Kido pour être protégé. Il va suivre Alman Kido, ils vont se faire attaquer par Gurad, et grâce à l'intervention de Mylock, qui est donc Tatsumi dans ce film, ils vont réussir à s'échapper et atterrir dans le manoir des Kido en Grèce. Là-bas, Alman Kido donc lui révèle qu'il est le chevalier de Pégase, etc., et qu'il est voué à protéger Sienna, qui est la fille d'Alman Kido, qui est la réincarnation de la déesse de la guerre et de la sagesse, Athéna. Seiya ne va pas vouloir, parce qu'évidemment, il en a rien à foutre, tout ce qu'il veut c'est sauver sa sœur. Finalement, il va avoir des petits conflits avec Sienna, il va quand même décider de rester, puisqu'il lui propose en fait tout simplement de l'aider à retrouver sa sœur si il va s'entraîner pour devenir un chevalier. Il va donc accepter et partir sur une île pour suivre l'entraînement de Marine de l'Aigle, entraînement qu'il va galérer à accepter et à faire, et puis au fur et à mesure il va se plier aux règles de l'île et réussir à maîtriser son cosmos et à enfiler une première version provisoire de son armure. Cette révélation, l'utilisation de cette armure va lui révéler que la disparition de sa sœur est également liée à Alman Kido. Il va donc stopper son entraînement pour essayer de se confronter à Kido pour comprendre où est passée sa sœur. Malheureusement, au même moment, il y a Gurad qui va venir en fait pour récupérer Athéna.
notamment pour lui voler son cosmos, puisque l'objectif de Gurad est de supprimer entre guillemets le cosmos d'Athéna pour éviter qu'elle ne détruise la Terre, puisque Sienna, ne maîtrisant pas son cosmos, pourrait détruire la Terre en devenant Athéna. Seiya va intervenir, il va se battre contre un Cassios qui était augmenté par Gurad, mais il va se faire démonter la gueule. Al-Mankido va être obligé de se sacrifier pour essayer de sauver sa fille, mais ça ne va pas fonctionner, elle va quand même se faire kidnapper. Seiya va alors douter complètement de lui et de sa capacité à sauver les gens. Grâce à un beau petit discours dans sa tête de Marine et de sa sœur, il va réussir à retrouver confiance en lui, va réussir à maîtriser son cosmos et va acquérir son armure finale pour finalement se battre contre Ikki du Phénix pour sauver Sienna et Athéna. Voilà en gros l'histoire un petit peu résumée et un petit peu simplifiée. Donc comme vous pouvez le voir, l'histoire ne suit pas à la lettre le manga. C'est tout à fait normal. C'est un... Alors, certains diraient reboot, je ne considère pas ça comme un reboot, je considère que ce film est hors histoire Senseiya. Je vais m'expliquer. Le film s'appelle bien The Beginning. L'objectif, c'est vraiment de présenter, d'introduire l'univers au spectateur. Quand je dis l'univers, c'est les concepts propres à Senseiya, les armures, les divinités, les chevaliers, et surtout, et c'est le point essentiel de ce film, le cosmos. Tout tourne autour du cosmos dans ce film. L'objectif de Gurad, c'est d'extraire le cosmos d'Athéna pour éviter qu'elle ne détruise le monde. Seiya, lui, il ne maîtrise pas son cosmos, et son objectif, en fait, enfin pas son objectif, mais tout le film va montrer comment il va réussir à gérer son mal-être intérieur et surtout sa culpabilité, sa fausse culpabilité d'ailleurs, de ne pas avoir pu sauver sa sœur, afin de maîtriser son cosmos, pour sauver Athéna évidemment. Et puis de l'autre côté, on aura le personnage de Sienna qui, elle, ne maîtrise pas son cosmos et a peur de détruire en fait le monde en devenant Athéna, et donc la relation avec Seiya va faire évoluer dans le bon sens les deux personnages, dans une maîtrise de leur cosmos, afin de devenir pleinement qui ils sont, Seiya le chevalier de Pégase, et Sienna Athéna. Donc là-dessus, on est sur quelque chose qui ne ressemble pas au manga, mais qui donc va introduire les concepts de l'univers. Pour moi, si on devait comparer ce film, ce serait, si vous voulez, un épisode 0 ou un tome 0 de Senseiya. Une nouvelle façon d'introduire Senseiya. Dans le manga, on introduit Senseiya avec Seiya, son entraînement, le combat contre Cassios, etc. Ici, ce serait juste ce film qui permettrait d'introduire les autres éléments de Senseiya. Donc si on devait dire à quoi correspond ce film dans le manga, ce serait en fait juste la partie entraînement de Seiya, sa première apparition jusqu'à son arrivée au Galaxie Noire entre guillemets. Donc toute cette partie-là n'existerait plus dans cette timeline de Senseiya et serait remplacée par ce film. Par contre, et au vu de ce qui se passe à la fin du film, toute la suite, donc je pense même l'arc des Black Saints, pourrait totalement se faire dans la suite des films de manière très cohérente. Donc on pourrait, et je pense c'est ce qui va se passer, dans la suite des films, avoir des intrigues et des scénarios qui sont beaucoup plus proches du manga et de l'anime que ne l'est ce film. Ce film a volontairement choisi de s'éloigner de ce que proposait Kurumada dans le début de son manga, pour amener une introduction plus simple, plus concrète et aussi plus développée du cosmos pour les spectateurs, et donc pour pouvoir intégrer d'autres éléments qui sont annexes, notamment les autres chevaliers, les différenciations entre les différentes castes de chevaliers, le grand peuple, les autres ennemis, etc., de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus cohérente dans les suites. Maintenant, même si le scénario prend des libertés entre guillemets et reboot l'introduction de Senseiya, il en reste pas moins ultra respectueux de l'univers. Il y a énormément d'éléments qui sont repris du manga, et qui sont pas repris juste pour dire hey, « regardez, je suis là, je fais comme le manga ». Non, qui sont repris de manière utile dans le scénario, de manière utile dans l'histoire, qui sont ultra respectueuses. Il y a même des pans entiers d'histoire qui sont repris, mais qui sont tellement amenés d'une manière différente que les gens ne voient même pas que c'est la même histoire. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Dans Senseiya, le tout début de l'histoire, Seiya se bat contre Cassios, et il le défonce. C'est grâce à ça qu'il va obtenir son armure. Shaina, qui est le maître de Cassios, va pas apprécier que son élève se soit fait démonter, et va donc attaquer Seiya. Seiya va porter son armure, et va réussir à prendre le dessus sur Shaina. Malheureusement, il va prendre un peu trop la confiance, et du coup Shaina va lui démonter la gueule parce qu'il va plus arriver à utiliser son cosmos correctement. Marine va lui faire une petite leçon de morale, Seiya va repartir de plus belle, et va réussir à briser le masque de Shaina. Ok, vous avez donc cette histoire-là. Maintenant, ce que je vais vous raconter, c'est le film. Seiya se bat contre Cassios, il arrive à peu près plus ou moins à le battre, du coup,
Cassius a la haine et veut démonter Seiya. Par la suite du film, Seiya arrive à maîtriser son cosmos et obtient son armure. Maintenant, il se croit un petit peu trop tout-puissant. Il va devoir se rebattre contre Cassius, mais se prenant trop pour le plus fort, il ne veut pas réussir à utiliser son cosmos. Cassius va donc lui démonter la gueule. Un peu plus tard, grâce à un discours de Marine, Seiya va réussir à réutiliser son cosmos et à porter son armure, et il va démonter Cassius en lui brisant son casque. C'est la même histoire, mais vraiment la même histoire. Évidemment, pas avec le même enchaînement des personnages, pas avec la même temporalité, avec des petites subtilités, mais l'essence, si vous voulez, de l'histoire est la même. La rivalité entre Cassius et Seiya, c'est en gros un mélange de la rivalité entre Cassius et Shayna du manga. D'ailleurs, le fait que Seiya batte en un coup Cassius en lui brisant son casque, c'est évidemment une référence au fait qu'il casse le masque de Shayna et qui du coup, elle arrête de se battre contre lui. C'est évident, mais c'est tellement évident que certaines personnes ne l'ont pas remarqué. Et c'est plein de petits éléments comme ça tout le long du film. Déjà, les tenues des personnages. Seiya, il a sa tenue de civil du manga et de l'anime, même plus de l'anime, je pense. La première fois qu'il arrive à porter son armure, c'est pas une version finale de son armure, c'est une version, on va dire, intermédiaire, qui ressemble à s'y méprendre à son armure d'entraînement qu'il a, notamment dans son combat contre Cassius. C'est une super référence, il y a plein de petits éléments comme ça, tout au long du film, parsemés comme ça, par-ci, par-là, et qui montrent un vrai respect et une vraie connaissance finalement de l'œuvre, mais à un point, très très poussé. Et c'est vraiment la preuve que c'est pas juste un film fait comme ça pour faire de l'argent, il y a quand même une volonté derrière du staff de faire quelque chose qui est correct, qui est bon. Évidemment que la Toei fait le film pour faire de l'argent. Évidemment. Le monde fonctionne comme ça. Si vous pensez que la Toei avait fait l'animé en 86 pour faire plaisir aux fans, c'est pas du tout ça. C'est parce que Bandai, eux, ils voyaient la possibilité de faire des gammes de jouets, et du coup ils ont proposé de l'argent à la Toei pour promouvoir le manga, et donc promouvoir leurs jouets. D'ailleurs, les armures tant appréciées des fans de Senseiya, c'est une commande de Bandai. À la base, les armures de Araki, elles étaient identiques aux armures du manga de Kurumada. Donc de toute façon, Senseiya, depuis sa création, c'est ultra mercantile, donc critiquer là-dessus, je comprends pas trop, mais bon, passons. Donc énormément de références comme ça, cachées ou pas forcément cachées, à Senseiya, mais aussi à d'autres éléments. Par exemple, un truc qui, moi, j'ai bien apprécié, à un moment, il y a une scène où Seiya mange avec Sienna, et il mange vraiment comme un gros porc, quoi. Il se goinfre comme pas possible. Sienna lui fait une remarque d'ailleurs que c'est un petit peu dégueulasse. Ça, évidemment, c'est une référence aux héros de shonen classique qui mangent tout le temps comme des gros porcs parce que c'est rigolo, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a ce gimmick là dans les shonen classiques, mais du coup évidemment c'est une référence à ça. Mais c'est pas juste une référence pour faire plaisir, il y a une volonté derrière, dans le sens où Seiya va expliquer à Sienna pourquoi il fait ça. Il va lui dire parce qu'en fait moi, contrairement à toi qui est une gosse de riche, moi je vis dans la rue, je suis pauvre, donc dès que j'ai à manger, je mange tout ce que je peux parce que je suis pas sûr de pouvoir remanger plus tard. Et je sais pas quand je remangerai. Donc il profite de cet apport de nourriture quand il peut, et puis après les apparences, il en a rien à branler, quoi. Il mange et puis voilà. Et ça, du coup, c'est super sympa parce qu'on a une référence qui fait plaisir à ceux qui vont la comprendre, mais c'est pas une référence juste pour faire plaisir, c'est une référence qui a en plus une utilité dans l'histoire du film. Et ça, c'est vraiment super important, et ça montre bien le respect qu'il y a du matériel d'origine dedans, et la volonté de faire quelque chose de bien par le staff du film. Alors évidemment, il n'y a pas que des éléments positifs non plus dans ce film, il y a pas mal d'éléments négatifs. Ce que je note, moi, qui m'a particulièrement déplu, c'est par exemple les effets 3D, enfin, pas les effets, les personnages 3D. Je trouve que les visuels, les VFX des attaques de Cosmos sont plutôt bien réussis. Par contre, tous les éléments 3D, style Aiolos en 3D, à un moment il y a une course-poursuite donc en voiture, la voiture est en 3D, la scène est en 3D, les modèles 3D font vraiment cheap, font vraiment moyen, très moyen, on voit qu'ils sont datés. Toute l'animation autour de ces éléments 3D est pas bien faite, le pire exemple c'est vraiment la course-poursuite en voiture, j'ai trouvé ça mais tellement mauvais, dans le sens où la voiture était très moche, ça se voyait que c'était une fausse. Ses mouvements, ses interactions avec les éléments extérieurs étaient pas du tout naturels, et c'était une scène qui ne servait à rien, je sais pas pourquoi ils ont mis cette scène là, franchement. À part perdre de l'argent à faire un truc 3D tout moche, et montrer que techniquement, effectivement, il manque quelques millions pour que le film soit quand même un peu plus haut level, la scène elle servait à rien, et elle dessert un petit peu le film. Pareil pour le combat Shura Aiolos. Shura, on le voit pas vraiment de face, on voit pas trop son visage, et du coup il passe très bien. Et Aiolos, lui, on voit pas son visage, mais on voit sa tête qui fait toute petite par rapport à son corps,
et du coup ça sort un petit peu du film, ça fait waouh, on voit vraiment que c'est un truc 3D, et je pense qu'ils auraient pu montrer le combat sans montrer le visage, enfin sans montrer la tête d'Aiolos, ça aurait été beaucoup plus impactant et ça m'aurait pas sorti du film. Et c'est un peu le souci que j'ai, c'est que les 10 premières minutes, j'ai pas réussi à rentrer dedans parce que à cause de ces éléments 3D, et puis aussi à cause de la représentation des coups dans le film. Il y a énormément, mais beaucoup trop, d'effets de ralenti dans le début du film, qui sont pas du tout modernes, enfin ça fait vraiment années 2000. Alors je comprends l'intérêt, c'est pour montrer l'impact des coups. Le souci c'est que c'est très mal utilisé, parce qu'au début du film, donc Seiya n'a pas de cosmos, il va mettre des coups de poing. Donc ralenti, effet un petit peu de distorsion pour montrer qu'il y a une espèce d'onde de choc, et le mec il vole à 10 mètres. Ok, très bien. Donc déjà c'est vachement impressionnant pour un mec normal de faire voler quelqu'un à 10 mètres avec un coup de poing, c'est pas très naturel. Mais bon, ok, passons. Ensuite, Seiya commence à maîtriser un petit peu son cosmos, donc il met des patates, pareil. Son bras il est entouré de cosmos, pareil, ralenti, effet un petit peu de distorsion, et le mec vole à 10 mètres. La seule différence c'est que il y avait un peu de cosmos autour du bras de Seiya. Personnellement, moi j'aurais pas fait comme ça, enfin on voit pas la différence d'impact et de puissance entre un coup de poing classique et un coup de poing avec du cosmos. Moi ce que j'aurais fait c'est que, au début, j'aurais mis des coups de poing classiques, sans ralenti, sans effet de distorsion, rien du tout, genre ils se battent normal. Dès qu'ils commencent à avoir un petit peu de cosmos, un petit ralenti de temps en temps, et puis une petite onde de choc, et puis dès qu'ils utilisent des grosses attaques de cosmos comme à la fin, là tu peux mettre un gros ralenti pour bien montrer l'impact du coup, tu mets un gros effet de distorsion pour bien montrer qu'il y a un impact qui se propage dans toute la scène et tout, et puis des explosions autour, du cosmos qui part, et voilà. Et là comme ça, crescendo, visuellement on aurait vu une augmentation des effets, donc une augmentation entre guillemets de la puissance, et ça aurait été logique avec l'évolution du personnage. Là c'est pas le cas, donc je trouve que c'est un petit peu dommage, et c'est un petit peu mal fait, et moi ça m'a sorti vraiment du film au début, j'ai vraiment eu 10 minutes, je me suis dit, waouh, si le film reste comme ça, ça va être difficile, franchement ça va être difficile. Et puis finalement après ça se passe, ils arrêtent un petit peu de faire des effets de ralenti, de toute façon il y a un peu moins de combat, et puis le reste du film est quand même beaucoup plus intéressant, comme je le dis, sur la relation Sienna-Seiya, c'est vraiment le point fort du film, qui est très intéressant. Alors évidemment, les fans ne vont pas aimer, parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre de Seiya et Athéna, on veut du combat, enfin voilà. Donc je pense qu'ils sont pas vraiment regardés, ils ont oublié, je pense, surtout le début du manga, qui certes avait des combats, mais c'était pas des combats aussi impressionnants que on peut avoir par la suite. Un des combats emblématiques c'est Shiryu contre Seiya. Bon, la majorité du temps, ils se mettent des coups de poing sur la gueule classique, ou il envoie des petits météores classiques à Shiryu, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas juste des gros coups de poing qui détruisent l'arène, qui ouvrent le ciel en deux, machin, c'est plutôt un gros combat de boxe amélioré. Ce qui est un peu, c'est ça un Senseiya, c'est Rin Nikakiro en amélioré, donc de la boxe en amélioré. Les fans qui regardent le film ont un petit peu oublié qu'au début de Senseiya c'était comme ça. C'était pas tout est détruit, tout est explosé, ça arrive progressivement, ça arrive crescendo. Et je trouve que d'ailleurs le film est beaucoup trop généreux dans le sens, les attaques font trop de dégâts trop rapidement, très vite. Mais voilà, sinon c'est plutôt bien. La partie entraînement aussi est plutôt cool. Elle est abrégée et un petit peu différente de ce qu'il y a dans le manga, mais par contre la thématique elle est identique, Marine explique vraiment la même chose à Seiya, avec les atomes, le cosmos, comment ça marche. Il y a la scène avec le caillou, franchement c'est pas mal du tout. Seiya qui doute, qui se relève, qui n'abandonne pas, qui écoute les discours de Marine, de sa sœur, etc. Enfin, franchement, ça a pas l'apparence de Senseiya, on va dire, mais c'est vraiment l'esprit Senseiya, mais à 1000%, et je comprends pas que les gens trouvent que ça ne ressemble pas à du Senseiya. Ça me dépasse, qu'on n'apprécie pas le fait que ça s'écarte du scénario ou du design des armures. Bon, je peux encore comprendre, même si honnêtement pour moi c'est pas un argument pour dire que le film est mauvais, c'est un argument pour dire que c'est pas fidèle, ou au mieux que c'est pas une bonne adaptation, mais que le film est mauvais, non. Mais qu'en plus ce soit dit alors que c'est quand même vachement proche, ça me paraît assez étonnant. Après, on retrouve aussi plein de petites références pour les fans, notamment, alors autant le personnage donc de Nero n'est pas bon, et on dirait un mec qui fait oui, je suis trop sombre, je suis trop tourmenté, alors qu'il a une tête de mec qui chante de la K-pop, enfin pas de la K-pop, mais d'un boys band quoi. Et je trouve que l'acteur a été très mal casté pour Iki, enfin pour Nero.
autant voilà, le Nero est mauvais, autant dès qu'il devient en chevalier de Phénix, et ben moi j'ai bien aimé, parce qu'en fait, dès qu'on le voit en armure, c'est référence sur référence sur référence sur référence, et ça, ben, j'ai bien apprécié, parce que pareil, si tu connais pas, ben c'est juste une apparition classique d'un mec qui se bat, et si tu connais, ben putain, t'es assommé de références, mais dans le bon sens du terme, et ça c'est super cool. Quand l'armure du Phénix vient sur lui, qu'elle se met en mode comme dans l'animé, c'est super cool. Quand il attaque en lançant ses deux bras comme dans l'animé, pareil, c'est super top. Quand il attaque Seiya et que on voit la fin de sa position où il a les bras tendus sur le côté et une jambe en l'air en mode scorpion, exactement comme il fait dans sa chorégraphie d'attaque dans l'animé, il utilise les plumes de sa queue, enfin, il y a plein de références comme ça sur Nero, et c'est vraiment super sympa. Moi j'ai bien apprécié cette partie-là, puis évidemment il y a plein d'autres références manga, l'animé, sur les tenues, sur les univers, enfin comme j'ai dit tout à l'heure, notamment avec la partie Cassios qui ressemble beaucoup à l'enchaînement avec Shayna, donc là-dessus, c'est vraiment super bien, enfin je trouve que c'est plutôt bien respecté, et je vois pas de soucis vis-à-vis de ça. Après, on peut avoir des choses à redire sur pas mal de petits éléments, comme la musique, qui est pas très marquante, à part la reprise de Pegasus Fantasy à 2 moments du film qui était vraiment top, ça m'a donné des frissons tellement c'était bien amené avec la scène, donc ça c'était cool, et il y a surtout la dernière partie du film, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui est, je trouve, la moins bien travaillée, dans le sens où toutes les autres scènes, alors à part le début où moi j'ai pas apprécié, mais après peut-être que c'était quand même bien travaillé, mais toutes les autres scènes du film, il y a un sens derrière, c'est plutôt cohérent, il y a des références, enfin c'est cool, et la fin du film c'est vraiment en mode, on savait pas trop comment finir, du coup, allez on vous fout ça comme ça, et puis démerdez-vous. Donc à la fin, Gurad donc essaye d'absorber tout le cosmos d'Athéna pour pas qu'elle détruise le monde, et là d'un coup des remords en fait de voir sa fille souffrir, et du coup elle essaye d'arrêter Ikki pour sauver Saori. Alors, outre le fait que c'est ultra prévisible, et que c'est ultra basique et ultra cucu comme retournement, c'est pas très cohérent dans le sens du personnage, puisque c'est une grande... Alors c'est pas une méchante, mais c'est en gros l'ennemi du film, qui est capable de kidnapper des enfants et d'absorber tout leur cosmos jusqu'à les tuer pour juste survivre, et là, d'un coup, alors que ça fait 10 ans qu'elle essaye de capturer sa fille et de lui voler son cosmos, parce qu'elle crie 3 fois, il faut que j'arrête, je peux pas faire ça ma fille, nanana. Enfin, elle a eu 10 ans pour réfléchir à trouver une autre solution, et c'est 3 secondes de cris qui lui font dire ok, j'arrête, je trouverai quelque chose d'autre pour te sauver, machin. Enfin, je trouvais que c'était un petit peu facile. Et puis, voilà, Nero qui n'a pas de but, en fait, dans ce film, à part peut-être récupérer l'armure d'or, mais il n'y a pas de but. Alors, on pourrait penser qu'il veut tuer Athéna pour sauver le monde, mais finalement il s'emballe, enfin c'est ça qui est pas cohérent, c'est que Gurad va lui dire un truc du style oui mais on trouvera autre chose pour qu'Athéna ne tue pas l'humanité, et Ikki il est en mode mais je m'en bats les couilles en fait des gens, donc pourquoi il veut la tuer s'il s'en bat les couilles? Ça n'a pas de sens, et surtout qu'après, une fois qu'il a récupéré son armure d'or, Seiya va tenter de sauver Saori et d'arrêter le processus, et là Ikki lui dit non, tu peux pas arrêter, et ils se battent pour ça. Il se bat parce que du coup, Ikki veut pas que Seiya sauve Athéna. Et il y a aucun élément qui justifie ça, parce que 5 minutes avant, il a dit à Gurad qu'il s'en battait les couilles qu'elle détruise l'humanité, lui il s'en tape, c'était pas pour ça qu'il était là. Donc il y a pas de cohérence là-dedans, et une fois que Gurad a réussi à arrêter le processus et que Athéna se réveille, d'un coup Ikki devient, alors pas gentil, mais il est en mode « Ouais, Seiya, viens, il faut vite qu'on tape Athéna parce qu'elle va tuer tout le monde. » Mais c'est pas cohérent, tu viens de nous dire que t'en avais rien à branler, ensuite après oui, et puis après tu t'allies à Seiya, enfin, là-dedans c'est assez brouillon, ça passe dans le flow du film, c'est-à-dire que à aucun moment dans le flow du film on se dit oh putain c'est débile machin, mais c'est après quand on y repense, on se dit effectivement, c'est pas le truc le plus cohérent possible, et en fait on voit que Ikki, il a été rajouté, parce qu'il était pas prévu dans le film, il était rajouté tard dans le développement, et que ils ont fait l'histoire comme ils voulaient la faire, et puis ils ont essayé de rajouter Ikki au forceps comme ça pour que ça passe, pour que ça fasse plaisir aux fans, et c'est mal fait. Et du coup ça gâche un petit peu la fin, parce qu'il y a des éléments qui se passent qui sont pas forcément cohérents et qui sont pas forcément utiles. On a un Ikki qui intervient alors qu'il a été très peu utilisé dans le film et qui ne sert finalement à rien, et donc on a une fin qui est un petit peu voilà, on termine comme ça parce que on savait pas trop quoi faire. Ce qui est un petit peu dommage parce que
Généralement, un film, même s'il est moyen, tout le long du film, s'il a une bonne fin, les gens s'en souviennent comme étant un bon film, et inversement, s'il est bien tout le long du film et qu'il a une mauvaise fin, on s'en souvient comme un mauvais film. Là, du coup, il est pas très bon au début, il est bon au milieu, et il est assez moyen à la fin, donc voilà, on va s'en souvenir comme un film assez moyen, alors que il est plutôt bon, et ça, c'est assez dommage. Mais bon, c'est comme ça, voilà, ils se sont un peu loupés sur la fin, mais on peut pas réussir partout. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que il a très bien introduit l'univers, et surtout, alors, j'ai vu des commentaires qui disaient que, oui, si on fait une suite, et qu'on veut être fidèle au manga, il va falloir faire un espèce de rétropédalage ou un soft reboot, en fait, de ce premier film pour que ça colle au manga. Et je comprends pas du tout cet avis-là, parce que pour moi, au contraire, ce film va permettre de se raccrocher hyper facilement aux branches et de rattraper le manga, enfin de reprendre quelque chose de cohérent avec le manga ultra facilement. Donc là, je vais vraiment spoiler un maximum, donc ceux qui veulent vraiment pas être spoilés, je le redis, même si normalement il n'y a plus personne, partez de la vidéo. Mais en gros, à la fin, donc Athéna déploie son cosmos, elle détruit l'armure d'Ikki, et elle détruit également l'armure de Seiya. Seiya, elle arrive à la calmer, elle redevient Sienna, tout en étant en même temps Athéna, donc voilà, happy end, tout finit bien. À la fin, Ikki se casse avec l'armure d'or du Sagittaire, et donc on a une Athéna qui est éveillée, et un Seiya sans armure. Et la fin laisse supposer qu'il va y avoir une suite, dans le sens où Sienna lui dit qu'il faut qu'il trouve les autres chevaliers pour combattre les autres dieux, mais qu'avant il faut qu'ils aillent trouver la sœur de Seiya. Moi là, avec ces éléments-là, un Seiya sans armure, une Athéna qui cherche des chevaliers, et un Ikki qui a l'armure d'or, c'est vraiment la porte ouverte, mais vraiment méga ouverte, pour avoir l'arc des Black Saints. Dans l'arc des Black Saints, on a Ikki qui vient voler l'armure d'or, et donc il faut qu'il la récupère. Là, s'il y a une suite, Gurad, il n'y a que elle qui sait que l'armure d'or a été volée, parce que Athéna et Seiya ne savaient pas que Gurad possédait l'armure d'or. Donc elle va sûrement redire à Athéna, il faut que tu ailles reprendre l'armure d'or à Ikki, parce que sinon il va faire des dingueries. Donc du coup, on va voir Seiya et Athéna qui vont vouloir récupérer l'armure d'Ikki. Exactement comme au début de l'arc Black Saints. Sauf que Seiya, il a plus son armure, enfin en tout cas elle est brisée. Donc il faut qu'il aille la faire réparer. Exactement comme au début de l'arc Black Saints. Il va sûrement demander à la marine, qui va lui dire qu'il faut qu'il aille voir Mu, Ajamir, machin. Ça va être le meilleur moyen donc d'introduire Mu et la réparation d'armure, et également d'introduire Shiryu, qui était à ce moment-là ultra utile pour la réparation de l'armure. Donc là on pourrait avoir un Shiryu. Deuxième élément important, c'est que pendant tout le long du film, Sienna, dès qu'elle a des crises de cosmos, elle est enfermée donc dans sa maison, et il y a une espèce de... La maison en gros est mise sous cloche pour que Gurad ne puisse pas détecter sa présence. Sauf que là, elle est devenue Athéna dans un autre endroit que dans sa maison, et du coup il n'y avait rien qui empêchait la détection de sa puissance. Donc Gurad elle s'en fout puisque c'est elle qui est Athéna, donc elle cherchait pas à la détecter. Par contre, le sanctuaire, eux, ils cherchent Athéna, parce qu'on sait qu'elle est... on sait au début du film que Shura voulait la tuer. Donc il y a de fortes chances que le sanctuaire détectant, en tout cas le pop, détectant le cosmos d'Athéna, va envoyer un assassin pour tuer Athéna. Ce qui est exactement ce qui se passe dans le manga, parce qu'ils envoient Yoga tuer Seiya et les autres, parce qu'ils ont participé au Galaxian War. Donc là on pourrait avoir Yoga du coup qui serait envoyé pour tuer Athéna. Donc on aurait du coup le deuxième bronze manquant qui apparaîtrait. Et puis, étant donné que l'histoire serait centrée sur Ikki pour la récupération de l'armure d'or, il y aurait forcément un développement de Ikki, et donc un développement de son frère, Shun. D'ailleurs, une petite référence à Shun avec le personnage de Nero, puisque sur son oreille gauche, il a une boucle d'oreille en forme de chaîne, enfin en fait, de la partie offensive de la chaîne de Shun, donc c'est un petit foreshadowing, je pense. Du coup, il y aurait forcément une introduction de Shun. Je pense que Shiryu, Yoga et Shun seraient convaincus, entre guillemets, par Seiya que Sienna est Athéna. Il s'allierait donc à lui pour affronter Ikki, et je pense qu'un combat 4v1, c'est peut-être un petit peu abusé, donc il faudrait qu'Ikki ait une équipe, donc peut-être comme les Black Saints dans l'arc Black Saint du manga. Donc voilà, pour moi, avec les éléments du film, franchement, sans faire trop d'efforts, vous voyez ce que je viens de vous raconter, on peut se raccrocher aux branches du manga et enchaîner directement sur l'arc Black Saint sans trop de difficultés. Et je pense aussi que les Black Saints peuvent être introduits parce que là, l'armée de Gurad, c'est pas vraiment des Black Saints, c'est des espèces de cyborgs chevaliers, mais c'est pas des Black Saints en soi. C'est même un peu différent des Black Saints de la série 3D, donc c'est une possibilité, ou alors on aura un arc sur les chevaliers d'argent. Enfin bref, voilà, ça c'est mon avis, ça se trouve, la suite, Cilia ne partira pas du tout là-dessus, mais voilà, on peut
totalement se raccrocher aux branches et retomber très rapidement sur une fidélité entre guillemets du manga, avec une potentielle suite. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire. Est-ce que le film va marcher ? Je ne pense pas. Je pense qu'il ne va pas du tout marcher. En tout cas, moi, quand j'ai été le voir au cinéma, on était 4 dans la salle, donc c'est pas beaucoup. Après, je pense pas que la Toei voulait vraiment faire fonctionner le film au cinéma. Je pense juste que c'était un peu un coup de com' pour faire connaître le film, et après, je pense qu'ils ont beaucoup plus d'ambition sur les plateformes de VOD et sur la vente de Blu-ray. Et peut-être aussi sur le marché chinois qui n'est pas encore... où le film n'est pas encore sorti, donc voilà, à voir. Mais voilà, je ne pense pas que le film marchera. Je pense qu'il va se faire défoncer par les fans qui, en fait, vont juste rejeter leur frustration sur ce film, tout simplement parce que en allant voir ce film, ils auront juste envie d'avoir un petit boost de dopamine du fait de la nostalgie, et vu qu'ils vont pas reconnaître les armures, c'est pas la même histoire, c'est pas nanana, ils auront pas leur petite shot de dopamine, et du coup, rejet du film, frustration et critique ultra agressive et ultra négative que ne mérite absolument pas le film, parce que même si on enlève, on va dire, l'aspect Senseiya, qu'on considère que ce film c'est pas Senseiya, hein, il vaut pas un 0,5 sur 5, ou il vaut pas un 1, enfin, il vaut au moins la moyenne, voire plus. C'est vraiment un film qui est plus que correct. Donc voilà pour mon avis général sur le film. Je vous invite à me donner le vôtre en commentaire si vous avez vu le film, qu'il soit différent, hein, ou comme mon avis à moi, ça n'a pas d'importance. L'intérêt, c'est qu'on puisse discuter de tout ça ensemble et de manière assez respectueuse. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.